Bonjour, je suis Dr Philippe de Chazonde, je suis médecin généraliste installé à La Réunion depuis un peu plus de 30 ans et un peu multitâche, c'est-à-dire j'ai exercé dans un certain nombre d'endroits en même temps que mon métier de médecin polyvalent, on va dire, notamment à la NAS, anciennement NAS et maintenant c'est la HAS, dans le syndicalisme, dans le monde associatif, dans le monde hospitalier, en étant interne, mais aussi régulateur du centre 15, ce qui permet d'avoir une vision un peu transversale de ce qui se passe, que ce soit au niveau des décisions qu'au niveau des recommandations. Et c'est vrai que depuis que la crise a commencé, il y a une incongruence, on va dire, sur les propositions ou les directives de l'État et par rapport à ce qu'on vit, nous, au quotidien, en tant que médecins de terrain. Ok, on va peut-être développer un peu plus tard. Du coup, vous parliez de le passeport sanitaire. Pour vous, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'idée. Vous en avez déjà entendu parler depuis un moment. 2014, ça fait 6 ans. Pour les gens, ils l'ont vu il y a un mois, ou le titre du quotidien ou du GIR il y a quelques jours. 2014, quand on a fait ce qu'on appelle le dialogue compétitif pour choisir celui qui aurait ce qu'on appelait à ce moment-là Plexus, et maintenant OIIS, qui est donc le territoire de santé numérique. La Réunion est en pilote, annoncé sur le tarmac de Pierrefonds par M. François Hollande, 2014. J'étais le seul médecin libéral, avec un autre, qui était ensuite salarié par l'ARS, à faire partie, dans une grande salle, de cette quinzaine de personnes, hospitaliers ou de santé publique, avec des gens qui venaient défendre leurs projets. Il y avait Capgemini, il y avait la Cerner, il y avait la DocaPost, il y avait 2 autres groupes internationaux, défendre leurs projets avec un avocat parisien qui devait faire respecter le temps de parole. Et dans ces discussions, on parlait déjà d'une espèce de codage, de QR code, quelque chose qu'on aimerait mettre quelque chose. Donc ce passeport sanitaire existe déjà en réalité dans l'idée des gens depuis des années. Moi, je parle de 2014, mais il est évident qu'avant que moi j'aille dans ce petit monde, il y a des gens qui l'avaient prévu depuis des années. Et il est fort probable que très vite, vous naissiez, les enfants naissent, avec quelque chose qui fait qu'on saura tout sur eux dans une espèce de passeport sanitaire qu'on pourra lire avec un lecteur de carte ou un téléphone. Et les gens seront ravis, parce qu'au moins ils diront « Ah ben comme ça, ils connaîtront mes allergies, ils connaîtront mon groupe sanguin si j'ai un accident de voiture. » Mais on connaîtra toute la vie des gens, c'est ça le problème. Et ce passeport sanitaire, il est officialisé dans le projet de Macron, de M. Macron, qui veut qu'avant fin 2022, que tout le monde ait un espace numérique santé individuel dans le cloud. Et le passeport sanitaire, c'est ça. Parce que comment savoir ce qu'il y a dans le cloud avec un objet, téléphone ou un scanner qu'aura le douanier, et dans ce douanier, il pourra savoir exactement ce que vous avez sur votre passeport, notamment les vaccins. Et à cause ou grâce à l'article 47 de la loi santé 2016, eh bien, ces données de santé ne sont pas que pour les procès de santé, ils sont officiellement admis à tout un tas de personnes, notamment des industriels qui n'ont rien à voir avec la santé, pour peu que ça peut être un bénéfice pour l'état de santé publique. Donc évidemment, tout dépend de ce qu'on appelle de santé publique. Voilà. Donc le passeport sanitaire, c'est une idée conceptuelle qui date depuis des années, et qui commence à se concrétiser depuis quelques années, notamment à La Réunion, et depuis quelques semaines, et on va le voir très vite pour prendre l'avion. Et vous parlez de 2014 parce que vous étiez où en 2014? À quel moment vous en avez entendu? Alors 2014 parce qu'il fallait choisir le groupe qui devait manager, donc ça s'appelait Plexus, OIS, Océan Indien Informatique Santé, le gros truc où on a la PTA, cette espèce de pieuvre qui englobe tout le monde de la santé actuellement, qui était une expérimentation normalement sur le nord-est de La Réunion, sur 130 000 personnes, essentiellement des diabétiques, et qui en fait a été étendue et qui est s'intégrer dans ce qu'on appelle les projets informatiques santé, les territoires de santé numérique, pardon, les TSN. Et il y a eu 5 régions, il y a eu Île-de-France, Bordeaux, Rhône-Alpes et Bourgogne, je crois, plus La Réunion. Et La Réunion était le projet le plus abouti, le plus avancé, puisqu'à la différence d'autres régions où c'était saucissonné, notamment dans le Rhône-Alpes, où ils ont mis en place ce qu'on appelle le CVE, qui est important pour le passeport sanitaire, carnet de vaccination électronique. Et évidemment, le carnet de vaccination électronique dans un passeport sanitaire sur un QR code, vous voyez où est-ce que ça peut aller, quoi, quand vous voulez voyager, ou même, pourquoi pas, traverser la route. Et justement, à quoi pourraient servir ces données? Ces données, c'est
ça s'échange, ça se monnaie. Une donnée de santé, il n'y a pas plus de valeur qu'une donnée de santé. Est-ce qu'on pourrait nous empêcher l'accès à l'avion, à d'autres choses? Ah ben c'est pas qu'on pourrait, c'est que je crois, ça y est, c'est fait. Je pense qu'on va nous empêcher de prendre l'avion si on refuse d'être vacciné. Mais aujourd'hui, c'est le vaccin. Mais demain, ça sera peut-être parce que vous avez les yeux bleus, puis peut-être parce que vous êtes noir, ou blanc, ou jaune, ou rouge, ou peut-être parce que vous avez eu le sida, ou peut-être, j'en sais rien, vous avez un cancer, on va dire, oh là là, je ne veux pas voyager avec quelqu'un qui a le cancer. Vous savez, quand on veut instaurer une phobie et une peur, on la crée et après on ne peut plus l'enlever. Et ce que je vous dis là, c'est pas du tout ni de l'extrémisme, ni du complotisme. C'est totalement factuel par rapport à ce que moi j'ai vécu et que j'ai pas été glané sur Internet. C'est du factuel. J'ai été donc auditionné à l'Assemblée nationale pour l'affaire Mediator, au Sénat pour le H1N1, et j'ai fait plusieurs conférences de presse à la représentation du Parlement européen à Paris. J'ai été expert à la Haute Autorité de Santé, ex-ANAES. Je sais ce que c'est qu'une recommandation et je sais les outils qu'on peut fabriquer pour que cette recommandation soit soumise aux 120 000 médecins libéraux, médecins tout court, ou tous les professionnels de santé, ou toute la population. Et quels sont les outils d'impact, de force, qui permettent de faire croire aux gens un peu le contraire de ce qu'ils auraient pensé au départ. Est-ce que vous pouvez justement expliquer concrètement comment ça se met en place depuis 2014, vous, votre expérience, ce qui vous fait penser qu'on arrive vers un passeport sanitaire D'abord, les données, le Health Data Hub, qui a été officialisé début décembre 2019 quand même, bien avant le Covid. Donc C'est les données de santé qui sont dans le cloud, et d'ailleurs actuellement il y a une espèce de révolte un peu tardive de certains syndicats, de tous les syndicats, parce que c'est pris par Microsoft. Alors on sait bien qu'on est tracé, que Microsoft, c'est probablement, on a plein de micros partout, bon, moi j'y crois pas du tout pour l'instant, mais c'est vrai que l'avenir, avec les drones, les reconnaissances faciales, etc., tous ces outils de l'intelligence artificielle, quoi qu'on fasse, elles vont se faire. Mais il y a un minimum, c'est essayer de réagir, sinon on est fini, quoi. Donc qu'est-ce qui me fait penser, c'est que c'est des espèces de briques qui se rajoutent petit à petit. Je ne parlerai pas de la 5G, parce qu'on va dire encore que c'est du complotisme. Mais tous ces outils, ce tracing. Moi, je suis le président de la CPR, la Commission Paritaire Régionale. Bénévole, hein, tout ce que je fais, c'est bénévole, je ne marche pas. Mais qui c'est qui a mis en place ce tracing? C'est la Caisse Sécurité Sociale. Vous vous rendez compte, tracer les gens. Mais que je considère, et je l'ai dit à l'ordre la dernière fois, c'est pour moi totalement antidéontologique et complètement en opposition avec le secret médical et le serment d'Hippocrate. Donc moi, ce que nous faisons, nous, dans notre collectif, nous faisons qu'exercer de notre métier de médecin, c'est tout, non? Pas plus, pas moins. Pourquoi les autres ne le font pas? Bon, la grande question. Mais donc ce traçage, ces brigades sanitaires. Alors je veux bien qu'on dise c'est la guerre, les brigades, les jauges, le cinéma, pas plus de 6 personnes, etc. Brigades sanitaires, ce sont quand même des gens qui vont vous téléphoner pour savoir comment vous allez, puis en profiter pour savoir, tiens, comment c'est chez vous, etc. Vous poser des questions de santé. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu au téléphone, avec parfois un numéro masqué. Ces brigades sanitaires qui vont aller dans les écoles pour voir si les enfants au-dessus de 6 ans ont bien leur masque. Ces brigades sanitaires qui ont été à Roland-Garros. Rappelez-vous, toutes ces personnes qui étaient en jauge limitée pour voir les matchs, où il ne fallait absolument pas le masque sous le nez, mais au-dessus du nez, et vous verrez les images, il n'y en avait pas un en dessous du nez, à cause des brigades sanitaires. Ça, ils l'ont dit à la télévision. Les brigades sanitaires sont à Roland-Garros. Alors moi, ça fait tilt dans mes oreilles, parce que pour moi, brigade sanitaire, c'est la CPR, c'est la Sécu, c'est l'ARS, pour tracer les gens. Pour le commun du mortel, brigade sanitaire, ils savent pas ce que c'est. Mais ce mot de brigade, déjà, gendarme quand même, hein, sanitaire, donc gendarmerie de sanitaire. Et vous voyez bien ce qui se passe dans certains pays asiatiques. Hein. Les gens sont confinés dans certaines pièces, s'ils sont cas positifs, s'ils sont malades, ou en retour de voyage, confinés, on leur donne à manger, par une personne qu'ils ne voient pas, et s'ils sortent de leur chambre, il y a des caméras partout, vous vous rendez compte? Et c'est ce qui est préconisé par certains en France pour les cas positifs. Nouvelle-Calédonie peut-être, je ne sais pas, en tout cas, dans certains pays asiatiques, c'est à Hong Kong, je ne sais plus, au Singapour, enfin, et c'est le cas. Il ne faut pas rêver, ça va nous arriver. Ça va nous arriver, et au moins qu'on réagisse, quoi. Au moins qu'on puisse dire à nos enfants et petits-enfants, on était là sur le front, si on veut parler le même langage. On était là à se défendre, on a peut-être perdu, on a peut-être gagné grâce à des gens comme
Pierre Rabhi, le colibri, tout ça, des petits maillons aussi. Donc moi j'ai quand même de l'espoir. Il faut voir que les papes de l'écologie, on a mis 50 ans à faire admettre l'écologie. Alors peut-être qu'on va sortir du chaos, mais là actuellement on n'est pas à armes égales et c'est compliqué. Du coup, je me fais un peu l'avocat du diable, mais il y a eu la convocation à l'ordre des médecins. Là, vous parlez de passeport sanitaire. Est-ce que du coup ça risque pas de porter une parole que certains qualifient de complotiste, justement? Alors le problème aujourd'hui, c'est que soit on est dans la parole d'État, la parole unique, soit on est complotiste. Comme si aujourd'hui, soit il y a le ciel bleu, soit c'est complètement nuageux. Il se trouve qu'il y a du ciel bleu et des nuages. Donc on n'a plus le droit d'avoir une position intermédiaire. On s'oppose à certains vaccins, on est devenu anti-vaccinal. On s'oppose aux statines, qui est un médicament qu'on donne pour la prévention du risque cardiovasculaire, les gens qui ont du cholestérol. C'est-à-dire qu'on refuse de traiter les gens. Donc on est dans une espèce de oui-non, de noir-blanc, c'est insupportable, la médecine c'est pas ça. Vous avez plein de cas. Mais pour la population générale, c'est sûr que c'est compliqué, je comprends les gens on ne s'y retrouve pas. Déjà, nous, on a du mal à s'y retrouver, mais alors la population, et face à ça, il y a deux hypothèses. Ils arrêtent toute télévision, toute BFM TV, et on reste dans son coin. Mais on ne voit pas ce qui se passe, ou alors ils changent de chaîne. Mais pour l'instant, votre chaîne, par exemple, ne sera pas diffusée dans les grands médias. Cette interview sera de façon communiquée à quelques initiés. Or, c'est important, je pense, que dans les débats publics, on ait des avis qui divergent, enfin, pas forcément qui divergent, mais qui peuvent s'opposer à condition qu'il y ait un argumentaire, qu'on parle en fonction d'un argumentaire, non pas sur des grandes paroles complotistes ou pas complotistes.